Malik, réaction. Non, son avis sur la question est juste une vue de l'esprit. Je ne comprends pas. Ah ouais. Je ne comprends pas qu'il puisse nous aligner une telle vue de l'esprit, parce qu'il semble nous expliquer que la pression, les tensions sur le marché de l'emploi dans certains types de métiers dans les pays occidentaux et le vieillissement, la tendance au vieillissement de la population dans ces pays était un appel d'air à l'immigration vers ces pays. Ces pays-là n'en ont pas manifesté le besoin. Je n'ai pas vu l'ambassade d'Espagne publier des affiches pour dire nous recrutons des travailleurs dans les champs de Sardaigne, ni la France. Vous ne les verrez jamais, ces non, mais ça. Écoutez, c'est que vous ne les verrez jamais, ces mais c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit, et il me semblerait que même les politiques migratoires aujourd'hui sont rentrées dans une forme de crise paranoïaque au sein de l'Union européenne et même au sein de ces pays qui sont cités ici, et qui alimentent même des tensions, on va dire des tensions c'est-à-dire des tensions populistes. Des tensions populistes, tellement il y a une forme de rejet. Tellement une forme de rejet, cette immigration est vécue comme étant une invasion. Elle est vécue comme étant une invasion, non pas qu'une chance. L'histoire qu'il raconte, il est en retard d'une génération. C'était dans les années 60, quand les patrons ont voulu d'une main-d'œuvre venant des pays du tiers-monde. C'était les 30 Glorieuses. C'était la période de la croissance ininterrompue pendant 30 ans. On a accueilli beaucoup d'Africains, on a accueilli beaucoup d'Algériens en France. Ils ont construit les métros, ils ont été des ouvriers, ils ont construit des grandes cités, des HLM pour les accueillir. Il y avait une politique. Et il y a même à l'appui, c'est-à-dire un mode institutionnel qui était ce qu'on appelle ici le regroupement familial, qui permettait à ces immigrés de faire partie de leur famille. À l'époque, il y avait une organisation, il y avait une politique. Oui, mais au Canada, aujourd'hui, par exemple, c'est assumé. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on concentre toute l'émission sur un seul pays. Moi, je parle d'immigration. Non, mais vu de l'immigration, c'est-à-dire on ne peut pas aligner... On a un vieillissement clair. On a un vieillissement clair de la population. Mais qui ne se traduit pas concrètement par une politique d'immigration ouverte. Voilà. Qui ne se traduit pas, pour ainsi dire. C'est pas une politique. Voilà. Alors que dans les années 60, c'était une politique. Nous savons qu'on a un vieillissement de la population. Deuxième volet. On est même allé jusqu'à allonger la durée de la retraite. Vous aurez le temps de parole, M. Baria. Allez-y, M. Touré, allez-y. Je vais arrêter de venir. Allez-y. On m'empêche de parler. On ne vous empêche pas, vous avez la parole. On m'empêche de parler parce que... Vous avez la parole, allez-y. Merci beaucoup. Merci Yacine, si vous pouvez me le garantir. Donc je disais que ce qu'il dit représenterait quelque chose qui n'existe que dans sa tête. Il n'y a pas de politique d'immigration ouverte de la part des pays européens, en dépit de la tension, La seule marque de bonne volonté qui a été exprimée à l'époque, c'est de Merkel, Madame Merkel. Quand Madame Merkel a vu l'afflux c'est-à-dire des Afghans qui venaient, parce que l'Allemagne est encore un pays industrialisé. 2 pays sont industrialisés encore en Europe aujourd'hui, qui connaissent, parce que c'est l'industrie qui accueille la France aujourd'hui, à un niveau d'industrialisation de 10% de PIB. En 30 ans, elle est passée de 30%, et descendue à 11%. Donc les seuls métiers, attention là-bas, c'est les métiers dans le bâtiment. Je pense que vous faites fixation sur la France. Donc voilà, je disais, ça c'est les données concrètes. Donc on ne peut pas falsifier ce type d'histoire. L'immigration aujourd'hui est clairement ce qu'il oublie de dire. Il est vrai que ça fait partie de ce qu'on appelle ici des tensions géopolitiques. C'est une tension géopolitique aujourd'hui, parce que clairement, il y a une volonté de fermeture des pays traditionnellement accueillants sur cette question, et ça ne se passe pas comme il le dit, qu'il faudrait que le gouvernement mette en place une politique de transfert de notre main-d'œuvre. Aucune demande dans ce sens n'a été adressée. Jusqu'à présent. Je ne pense pas que le problème existe sur cet étiage. En revanche, il y a tout un espace politique pour, c'est-à-dire intégrer cette question pour le mettre en agenda. En agenda, parce que nous sommes une population fortement jeune. Nous avons des bassins d'emploi qui vont s'ouvrir il n'y a pas très longtemps dans le secteur minier, par exemple. Nous avons le plus grand projet, le projet Simandou. Le projet Simandou, par exemple. Plus de 30 milliards, plus de 15 milliards d'investissements.
opérer, donc on aura besoin d'électriciens, on aura besoin de plombiers, et concomitamment, il y a eu des ERAM qui ont été construits, les écoles régionales des arts et métiers. C'est maintenant qu'il faudrait penser, c'est maintenant qu'il faut s'asseoir, définir ce qu'on appelle des curricula, faire en sorte d'attirer les jeunes et leur donner une seconde chance. Parce que l'un des phénomènes marquants de notre système éducatif, de notre manière générale, c'est que le système éducatif est construit autour de l'idée de la réussite. Or, le décrochage est aussi important dans le système. Il y a beaucoup de jeunes qui sortent du système éducatif sans aucune qualification, sans aucun diplôme. Qu'est-ce qu'on en fait? Il faudrait laisser ces gars. C'est pourquoi les ERAM ont été construits, pour pouvoir aider justement à construire un projet scolaire alternatif qui ne serait pas universitaire, qui permettrait à ces jeunes d'acquérir de la compétence. Et parmi la cohorte des gens qui sortent de manière massive, se recrutent parmi ces gens qui n'ont aucun espoir parce qu'ils n'ont aucun diplôme, aucune qualification, mais espèrent trouver en dehors de ce pays des moyens d'intégrer, d'avoir un travail pour pouvoir aider leur famille. Ça, c'est le premier point. L'autre second point sur lequel je ne suis pas totalement aussi d'accord, j'apporte une proposition dans ce sens, c'est le fait que l'une des prix, c'est-à-dire la frange sur laquelle le gouvernement, par exemple, peut avoir ce qu'on appelle une mise, par exemple, ce sont les boursiers. Les boursiers qui vont dans le cadre des études, l'immigration motivée par le cadre des études, par exemple. Dans les pays du sud-est asiatique, dont l'exemple de développement a frappé le monde de manière générale, ces pays ont mis en place des stratégies d'intelligence économique. C'est-à-dire, on vous envoie au Maroc, on vous envoie en Chine, on vous envoie en France, mais les étudiants reviennent, chaque fois qu'ils reviennent en vacances, ils reviennent avec une connaissance nouvelle, quelque chose qui peut enrichir leur stratégie de développement. D'accord? Les Japonais se promènent toujours avec des appareils photo. Chaque fois qu'ils voient quelque chose qui n'est pas au Japon, ils le prennent en photo. Et ils vont, quand ils rentrent au Japon, par exemple, ils vont au MITI, le ministère de l'Industrie et des Technologies, ils montrent ceci, et donc, par effet, ils essaient de le reproduire. Donc, c'est la manière dont on apprend le développement par apprentissage. Learning by using. Monsieur Barry, vous semblez ne pas être d'accord sur sa vision il n'est pas d'accord parce qu'il ne connaît pas grand-chose sur ces sujets. Allez-y, monsieur Barry, allez-y. Vous savez, en économie, il y a toujours un acheteur et un vendeur. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Le rapport de force, c'est quoi aujourd'hui? On a en face de nous des économies, des pays qui sont en développement et des pays qui sont dits développés. Ces pays dits développés font face aujourd'hui à une question qui est dramatique. Ils n'ont plus de main-d'œuvre parce qu'à cette allure-là, on a une croissance mais exponentielle du taux de vieillissement de la population. C'est le cas de l'Italie, par exemple, qui s'en plaint. Donc, on n'arrive plus à faire face à certains postes qui sont demandés par le marché du travail. On est même allé jusqu'à augmenter l'âge de départ à la retraite. Donc, c'est pour expliquer. En France, c'est allé jusqu'à 65 ans même. Oui, nous, on l'a en Guinée, mais c'est en France, c'est maintenant qu'on le fait. Exactement. Voilà. C'est le cas de la France. Mais maintenant, la question migratoire. Non, il parle de vieillissement de la population. En fait, c'est. Oui, on va le laisser dans son raisonnement, mais ce qu'il dit, c'est que il n'y a pas suffisamment de travailleurs, donc il faut que les gens travaillent plus longtemps. Ah bon? Mais le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population peut être également expliqué par la qualité de la santé. Les gens vivent plus longtemps parce que les gens se soignent bien, ils se soignent mieux, ils vivent plus longtemps. On va le laisser partir. C'est pas le plein emploi. On va laisser continuer. Allez-y. Donc, le vieillissement de la population est une caractéristique aujourd'hui de ces pays dits développés. Mais maintenant, en face, nous avons des pays comme les nôtres, en Afrique, au sud du Sahara, qui disposent d'une main-d'œuvre jeune, malheureusement, une partie formée, une partie pas du tout formée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ces jeunes, ils n'arrivent pas à trouver du travail dans leur pays, mais malheureusement, l'espace ayant horreur du vide, il y a des appels d'air qui sont faits, mais comment pouvez-vous expliquer des jeunes qui n'ont pas fait le bac, qui n'ont pas fait le brevet, qui arrivent en Europe, aux États-Unis, et qui finissent par être naturalisés, on leur donne des papiers, ils s'installent, leur famille arrive, mais comment tout ça est possible? Pourquoi ce jeune, on ne l'attrape pas sur la plage de Lampedusa, on le met dans un avion et on le ramène en Guinée? Lampedusa, c'est en Italie, c'est pas aux États-Unis. Pourquoi on ne voit pas toute l'armée américaine qui s'arrêterait devant les côtes pour attraper tous les migrants venant d'Afrique et les ramener dans nos pays?
Pourquoi on n'expulse pas tous les sans-papiers dans nos pays? Nous pensons que nos jeunes qui sortent d'ici, mais il faut qu'ils sortent d'ici avec un certain niveau. Parce que n'oubliez pas, c'est l'enfant de quelqu'un. Il a parlé des bourses. Nous plaidons pour que, par exemple, que ceux qui sont boursiers ne partent pas après le bac. Qu'ils fassent leur premier cursus universitaire en République de Guinée, jusqu'au niveau de la licence. Et après, les meilleurs parmi nous partiront pour faire des masters à l'étranger. Un enfant de 17 ans ou de 18 ans que vous envoyez en Russie ou au Maroc, mais il n'est pas prêt pour affronter les conditions de vie de l'immigration. Il est extrêmement jeune. Vous prenez une petite jeune dame de 18 ans ou de 17 ans, vous l'envoyez au fin de l'Aquitaine en France. Elle n'a jamais fait l'hiver pour aller étudier, mais dans quelles conditions elle va réussir son cursus scolaire et son parcours de l'immigration? Ce serait bien que Campus France ne soit plus autorisé à prendre nos jeunes à partir de 18 ans, qu'on oblige les jeunes à faire ici le premier cursus en Guinée, jusqu'au moins au niveau de la licence, et que par après... Ça leur permet d'être autour de 23 ans, 22 ans. Comme ça, nos jeunes sont plus proches, ils ont appris nos cultures, ils ont étudié en Guinée, ça permet l'éclosion d'universités en Guinée, et après, ça leur permet d'aller à l'étranger. Ce sont des propositions que nous faisons pour essayer de contenir le départ de nos jeunes vers des environnements que nous ne contrôlons pas. La Guinée est un pays de migration, mais malheureusement, nous tardons encore à mettre en place une politique affirmée de contrôle de nos migrations. Les migrations, c'est les migrations à la sortie, mais c'est également les migrations à l'arrivée. Aujourd'hui, des efforts importants sont faits pour contrôler le permis de travail, mais ce serait bien aussi qu'on regarde les conditions dans lesquelles la DCPAF donne des visas de séjour aux étrangers qui arrivent en Guinée. Mais comme on le voit, il y a plus de 3 millions de Guinéens qui vivent au Sénégal et je ne pense pas qu'il y a 3 millions de Sénégalais qui vivent en Guinée. Donc, ce qui est caractéristique de la nature des rapports que nous avons entre nos deux pays. Donc, pour finir sur cette question, je pense que la diaspora jouera un rôle important dans notre pays à travers la qualité du savoir et du savoir-faire qu'elle va nous ramener, mais également à travers la quantité de transferts de fonds qu'elle pourra injecter dans nos pays pour participer au développement de notre pays. Changer la façon de non, on ne va pas pouvoir laisser passer certaines choses. Oui, je vous passe la parole. Allez-y. La réforme des systèmes de retraite